Cette semaine à info.tvc Express, une émission consacrée au mois de l'autisme. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'info.tvc Express du 25 avril. Le mois d'avril soulignait le mois de l'autisme et l'objectif est de sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles. Le thème cette année était « Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité ». En 2017, le rapport intitulé « Surveillance du trouble du spectre de l'autisme » de l'Institut national de santé publique mentionne qu'il y a au Québec 16 940 enfants âgés de 1 à 17 ans qui ont reçu un diagnostic d'autisme, faisant ainsi de cette condition la plus recensée en milieu scolaire. Dans la province, le taux de prévalence est en constante augmentation. Il est estimé aujourd'hui à environ 1,5 %. Dans cette émission spéciale, on va mettre en lumière des activités et des projets pédagogiques mis en place par le club de natation Natakwi et l'école Sainte-Ursule qui permettent l'intégration de jeunes autistes dans la Matapédia. Nous avons également obtenu le témoignage de parents qui racontent leur réalité d'élever un enfant autiste. Je me suis donc rendu à l'école Sainte-Ursule m'entretenir avec l'enseignante en adaptation scolaire. Mais tout d'abord, je suis allé à la rencontre du club de natation Natakwi. Le club de natation Natakwi offre des cours spécialisés pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle et physique. Dans ce groupe, on retrouve des jeunes qui sont atteints d'autisme. Je vais aller d'ailleurs rencontrer la directrice du club et l'entraîneur-chef. Et je me suis également entretenu avec des parents qui vivent cette réalité de vivre à tous les jours avec un enfant autiste. Je suis en compagnie de Karine Bérubé, qui est la présidente du club de natation Natakwi, de Maïdine Galdem, qui est l'entraîneur-chef. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du cours spécialisé que vous offrez. Donc, en quoi ça consiste, ce cours? Bien, c'est un cours qui permet aux jeunes qui ont soit une déficience intellectuelle quand même assez profonde ou de l'autisme de venir apprendre à nager dans un contexte qui est comme un contexte plus normal, là, au même titre que les autres. Vous allez voir tantôt, là, ça bouge beaucoup. Là. Il y a beaucoup de groupes en même temps, là, puis ils sont capables de fonctionner dans un groupe autant que les autres. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints d'autisme qui participent à ce groupe-là? Je ne sais pas c'est quoi le diagnostic officiel, mais oui, on a 4 jeunes au total qui ont soit de l'autisme ou de la déficience intellectuelle profonde qui font ce cours-là. Donc, on le sait que l'apprentissage se fait différemment. Comment ça se passe, un cours avec ces jeunes-là? Oui, dans le fond, le cours avec les jeunes adoptés, ça se passe un peu différemment. On travaille plus individuellement. On a avec nous Nicolas qui est bénévole dans le club et on a d'autres coachs avec nous autres dans l'eau. Dans le fond, on travaille le plus difficile, je dirais, que le contact, le premier contact. Mais après, une fois que le jeune va te faire confiance, il va comprendre et tu vas t'adapter. C'est ça. Fait que la première étape, c'est vraiment de le mettre en confiance. Exactement, c'est vraiment de prendre confiance. Une fois que les gens vont prendre confiance en toi, ils peuvent t'écouter. Et moi, personnellement, je travaille plus avec le visuel. Je fais faire des exercices, ils vont me suivre. Et c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec ces jeunes-là à la fin du cours? Bien, le premier objectif qu'on avait fixé au début, c'était que si ces jeunes-là tombaient à l'eau, qu'ils soient capables de se débrouiller un minimum. Mais là, on est rendu plus loin que ça. Là. Ils nagent, ils font des longueurs. Là. Ah oui? Ah oui. Puis quand ils ont commencé, il n'y avait aucune base, rien? Dans le fond, ils ont commencé avec des gilets de sauvetage. Là, on est rendu, ils sont capables de flotter, de nager dans le partie profond, aller chercher même des objets sous l'eau. On avance bien. Ça va quand même bien. Et l'évolution, ça se passe vite, j'imagine, ça va vite, là, comme vous dites? Ouais, ben, c'est pas aussi vite que ça, mais c'est vraiment, ça dépend, c'est vraiment individuellement, là. C'est l'athlète, des fois, les gens sont motivés, là, c'est lui qui te pousse à faire plus d'exercices. Des fois, on va tranquillement, là. Là, ça fait combien de temps qu'il existe ce cours spécialisé-là? Bien, c'est la première année qu'on le donne. On a commencé en octobre, puis là, on va terminer à la fin avril. Là, mais pour nous autres, en tout cas, c'est un succès. Là. Les parents sont contents, puis les jeunes évoluent quand même assez bien. C'est plus sécuritaire après. Tu es moins inquiet si ton jeune, ouais, c'est ça, va à l'eau, quoi que ce soit. Là.
Bien, merci beaucoup. Bravo pour ce beau travail et cette belle initiative d'aider justement ces jeunes-là à pouvoir se baigner. Alors, je vais vous laisser aller justement là, à votre occupation avec eux. Parfait, merci beaucoup. Bye-bye. Je suis maintenant en compagnie de Sébastien Gagnon et Émilie Lacombe, qui sont parents d'enfants autistes. Bonjour. 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 Donc, on nous parle beaucoup de l'autisme, on nous explique c'est quoi, mais dans la réalité, qu'est-ce que c'est de vivre avec un enfant autiste? Eh bien, souvent, c'est des nouveaux défis à tous les jours, mais souvent aussi, c'est la routine. Les autistes, souvent, aiment leur routine et aiment que les choses soient toujours pareilles. Oui. C'est important de les garder dans une routine. Oui, bien, on dit souvent chaque enfant autiste ont des similitudes, mais ils ont chacun leur personnalité distincte aussi. Si je prends par exemple mon garçon, il est un peu comme Jasmine, ils ont besoin beaucoup d'une routine extrêmement stricte, ils ont besoin d'être avisés à l'avance pour plusieurs changements. Tandis que pour d'autres, le changement à la routine, c'est pas quelque chose qui les désorganise. Au même titre que des enfants qui sont hyposensibles, hypersensibles. Fait que c'est toujours... Chaque enfant est différent, fait que ça prend de l'ajustement à tous les niveaux. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un combat à tous les jours. Puis il faut respecter chacun leur rythme aussi là, au quotidien. Ouais. Oui. Ça ressemble à quoi une journée type, là, le matin jusqu'au soir? Ça dépend incroyablement de la nuit qu'on a passée. Nous, présentement, on est dans une période où on vit beaucoup d'éveil nocturne. Donc, j'ai un garçon qui dort en moyenne. Moi, quand je dis que je dors 3-4 heures par nuit, c'est des belles nuits. Fait que souvent, nos nuits sont très courtes. On commence, c'est vraiment là, le réveil qui est très strict. Le déjeuner, souvent la même chose. On reste avec la même routine. Moi, Charles a besoin vraiment d'un horaire avec image, avec séquence. Fait que la veille, on prépare vraiment sa routine du lendemain. Fait que lui, quand il se lève le matin, il sait, bon, je vais à l'école, j'ai ça à faire, mon dîner, c'est ça. S'il y a des imprévus, il faut s'ajuster. Les imprévus, c'est vraiment, dans notre cas, un gros défi. Là, je peux pas dire, à soir, on va manger à la cantine ou on s'en va magasiner. Là, c'est pas ça. C'est que on est des parents à la maison en majorité du temps. Là. Moi, j'ai souvent l'école, les activités. C'est vraiment ce qui nous permet, nous, en tant que parents, de faire autre chose qu'être des parents à la maison. Souvent, on est isolés là, dans notre cas. Oui, puis les sorties imprévues, ça n'existe plus, là. Ça n'existe plus. Non, ça existe. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Ça prend des personnes qui sont habituées aussi à s'occuper, à garder, entre guillemets, là, les enfants. Moi, j'ai un réseau très ferme. J'ai ma mère, j'ai mon frère, mais je pourrais pas dire, exemple, à Sébastien de venir regarder Charles quand Charles n'est pas dans son univers. Fait que c'est ça qui est difficile en tant que parent d'enfants autistes, c'est que on est souvent confinés à la même routine tout le temps. J'aime dire qu'on s'habitue malheureusement, puis que qu'on fait avec, on les aime, puis on veut que ça aille bien. Fait que on apprend à vivre avec ça aussi en tant que parents. Là, souvent, moi je dis, on raconte des choses des fois à des amis qui vivent pas notre quotidien, puis on se dit, mon Dieu, ils nous croira pas là, quand on leur compte qu'on vit ça, mais nous, ça fait partie de notre retraitement de vie, au même titre que des parents d'enfants neurotypiques. Là, ouais. Pour toi, ça se passe comment? C'est un peu la même chose. Jasmine est non-verbale, fait qu'on marche avec des pictogrammes, des photos de tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle désire. Fait que quand elle a une demande à faire, elle va chercher le picto, elle nous le donne, fait qu'on peut répondre à ses besoins. Pour ce qui est des activités, plusieurs pensent, on vit des frustrations quand on essaye des choses et que ça ne fonctionne pas vraiment bien. Puis avec des enfants autistes, tu auras beau le faire à répétition, il y a des grosses chances que les frustrations ça va rester la même chose. Donc, des fois, c'est de s'adapter à elle et s'emmancher pour que tout soit simple pour elle. C'est la façon qu'on a trouvée pour que ça soit le plus viable, toute la famille ensemble. Souvent, en tant que parents, on a des attentes très élevées. Hein? On veut qu'ils réussissent, on veut que ça aille bien, on veut que tout... Mais là, on se rend compte que des fois, c'est pas ça. Fait qu'il faut accepter. C'est des deuils aussi, là, en tant que parent. Là, c'est une séquence de deuil, on en a fait, on va en avoir d'autres à faire, on en a qui sont en train de se faire. Fait que c'est un mélange de tout ça aussi, un peu. Là, tu parlais que tu fonctionnais avec des pictogrammes. Est-ce que ça prend des adaptations spéciales dans la maison? Pour Jasmine, pas vraiment. Plus jeune, oui, à cause de sa mobilité qui était un peu réduite. Là, en vieillissant, elle est habile, puis on n'a plus vraiment besoin d'adaptation. Okay. Ouais. Ouais.
Mais moi, pour Charles, c'est qu'il n'y a pas conscience du danger. Charles est quand même très fonctionnel dans la vie de tous les jours. L'été, par exemple, il faut porter une vigilance à la porte parce qu'il peut sortir dehors, il peut se sauver sans qu'on s'en rende compte. Exemple, il va prendre sa douche, l'eau chaude, il faut surveiller qu'il ne s'ébouillante pas, des trucs comme ça. Il faut être vigilant à ces niveaux-là. Mais sinon, au niveau fonctionnement dans la maison, il est quand même assez autonome. Là. Il est capable de vaquer à ses occupations par lui-même. Ouais. Le côté, c'est la même chose pour Jasmine. Si elle a la chance de prendre la porte, puis un coup cassé qui est tout seul puis qui est parti, tu as besoin de courir pour la rattraper. C'est des bons sprinteurs. Puis elle n'arrête pas. Un jour, vous avez appris que vos enfants étaient autistes. C'est sûr qu'il n'y a probablement pas de livre d'instruction pour aider aux parents à élever un enfant autiste. Comment vous avez vécu ça d'apprendre cette nouvelle-là, puis comment vous avez appris à devenir parent d'autistes? Moi, là, j'aime ça comparer. C'est un peu comme si quand on a eu le diagnostic, nous, à Charles, on a eu le diagnostic provisoire il y avait 18 mois, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qui clochaient chez lui là, au niveau de l'interaction sociale qu'il n'y avait pas. Charles ne parlait pas, était non-verbal. Au niveau aussi des jouets, il jouait très atypiquement avec les jouets. C'est un enfant qui était très isolé, il faisait des crises. Moi, Charles, il faisait 90 crises par jour pour absolument tout, là, autant parce qu'il avait faim, parce qu'il était inconfortable, qu'on pouvait tourner à gauche au lieu d'à droite, tout était une crise. Fait que c'est là que ça nous a sonné une cloche. On nous a posé un diagnostic provisoire à 18 mois. Puis là, il y a toujours l'attente d'avoir les spécialistes, d'avoir les confirmations. On a eu le diagnostic officiel de Charles il y avait 3 ans. Fait que c'est un peu... quand tu as ça, moi, j'aime dire que quand on attend un enfant, on dit tout est beau, les examens sont beaux, ils nous le mettent dans les bras, tout est beau. Du jour au lendemain, ça nous tombe un peu dessus. C'est un peu comme si il y a une bombe nucléaire qui arrive dans nos vies, qu'il y a juste nous autres que ça touche, mais les personnes autour de nous n'en sont pas trop conscientes. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Ça a été beaucoup de la peine, de l'incertitude, de la crainte. Je parlais de deuil tantôt, c'est ça aussi. Là. C'est de se rendre compte que là, il y a une série de deuils, il y a une série d'étapes, il y a une série de batailles qu'il va falloir emmener, que notre vie qu'on s'imaginait ne sera pas ça. Elle va être différente, puis il va falloir apprendre à vivre avec ça. Fait que c'est de l'acceptation. C'est un diagnostic qui n'est pas facile parce que c'est une maladie un peu invisible. Ça paraît pas. Moi, je vais me promener avec mon garçon dans la rue physiquement, ça ne paraît pas. Mais c'est sûr que après coup, on se rend compte que, pourquoi il se tape sa tête, pourquoi il crie en public, pourquoi il saute, pourquoi il faut faire de la discipline dans un supermarché parce qu'il est en crise. C'est apprendre à vivre avec le regard, le jugement des autres, puis c'est ça. Ça fait partie de notre cheminement en tant que parent. Ça fait partie du travail de parent. Ouais. Ouais. Pour notre part, Jasmine, quand elle est venue au monde, elle avait une malformation cardiaque. Donc, à 8 jours, son cœur cessait de battre. On s'est retrouvés à l'hôpital à Québec pendant 3 mois. Donc, le diagnostic était comme étendu. On a tellement eu peur de la perdre que... Au départ, c'était pas vraiment... C'était secondaire. Là, en vieillissant, les difficultés, les contraintes que ça nous amène en tant que famille refont plus surface. Puis, mais au-delà, ça va bien, puis on apprend à s'adapter. Et puis, comme c'est pour la vie, hein, ils vont être autistes pour la vie, là, ça s'en va pas, fait que ça va... Il n'y a pas de pilule magique, non. Ça reste, c'est ça. C'est une très grande peur aussi, quand on sera plus là, c'est quoi qui va se passer. Ouais. Ça, c'est une très grande peur. Le futur, c'est très insécurisant. Je vous dirais qu'on essaye de pas trop... Moi, dans mon cas, j'essaie de pas trop y penser parce que je pense que ça viendrait trop anxiogène. C'est ça, on vit. Nous aussi, on n'aura pas toujours, dans la trentaine, on va devenir, nous aussi, des personnes âgées un jour. On parle tout le temps de qu'est-ce qui va devenir quand ils ne seront pas là. Plus tard, le passage d'enfant à adulte est très insécurisant aussi. Là. Présentement, on est quand même entouré d'un filet de spécialistes et d'intervenants qui nous aident. Sauf qu'à un moment donné, on tombe dans un creux où les ressources ne seront plus là. Fait que c'est très insécurisant. L'avenir, en tout cas, pour les enfants, autant handicapés, autistes, peu importe, mais c'est très insécurisant. Et là, le Club de natation Nataqui offre des cours justement à ces jeunes-là. C'est magnifique. Est-ce que vous voyez un changement chez vos enfants qui viennent participer à une activité comme celle-là? Absolument. Elle a très hâte de venir à son cours de natation.
je fais juste sortir le sac, puis elle se met à crier, puis à courir, puis elle a vraiment hâte de venir. Puis ça m'a ouvert la porte aussi à venir avec elle le dimanche en plus. On vient le dimanche ensemble. Ça nous fait une belle activité père-fille. Fait que c'est magnifique. Magnifique. Ah oui, c'est vraiment un beau cadeau que le club de Natakou a décidé de nous offrir cette année, là. Moi, mon garçon, il n'a pas conscience du danger, fait que lui, il pouvait arriver devant un plan d'eau et puis sauter à l'eau sans savoir nager. C'était très anxiogène, très insécurisant. Fait que ça a permis d'instaurer une sécurité aquatique. Moi, maintenant, Charles va dans le 12 pieds, puis je suis sans crainte, je sais qu'il est capable de se débrouiller. On a commencé l'automne passé, il était avec des flotteurs, puis il restait dans le 4 pieds. Maintenant, écoute, il nage la tête dans l'eau. Il a acquis vraiment des trucs que, en tant que parent, je me disais, écoute, on sait que ça sera peut-être pas possible, mais non, écoute, ça se fait. Fait que c'est vraiment un beau cadeau que le Club Natakou a fait. On ne se le cachera pas, là, en région, il n'y en a pas tant d'activités, voire pas du tout là, pour les enfants à besoins particuliers. Fait que c'est vraiment chouette qu'il y ait eu cette idée de recevoir. Ils sont arrivés à faire des choses que nous, j'aurais pas pu l'amener dans le 12 pieds puis la laisser faire de même. Là. Je l'aurais sorti, là, elle se débrouille par elle-même, puis elle a appris grâce à eux, dans le fond. Puis il y a des profs aussi qui le montrent, qui sont formés pour ça, donc ça se passe bien. Très patients et très gentils. Aussi, qui sont là. Oui, tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable, mais eux sont tout le temps là, le sourire. Puis, tu sais, quand Maï nous dit, hier soir, c'était un de mes beaux cours, Charles, il a appris à faire tel truc. En tant que parent, finalement, on sont capables de faire des belles choses, on est bien fiers d'eux. Merci beaucoup. C'était très intéressant parce que c'est une réalité, on en entend parler, mais c'est une réalité qu'on ne connaît pas. Puis merci beaucoup de votre ouverture et de nous avoir confié c'est quoi la réalité de vivre avec un enfant autiste. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. À l'école primaire Sainte-Ursule d'Amqui, il y a une classe d'adaptation scolaire et je vais aller rencontrer l'enseignante pour savoir comment ça se passe enseigner avec des élèves qui sont atteints d'autisme et de parler du beau projet aussi qui leur permettent de faire de beaux apprentissages. Je suis en compagnie d'Annie Fournier, qui est enseignante en adaptation scolaire ici à l'école Sainte-Ursule. Bonjour Annie. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien. Comme je le mentionne, tu enseignes à des élèves qui ont des conditions particulières, dont certains sont atteints d'autisme. Tu en as combien dans ta classe? En fait, on accueille 4 élèves qui ont un TSA. En tout, on a 10 garçons, mais c'est ça, on a 4 garçons là, qui ont le diagnostic d'un TSA. Et c'est quoi enseigner justement à des jeunes qui ont cette particularité-là? Bien, en fait, c'est la plus belle profession qu'il n'y a pas parce que, en fait, dans ma façon de voir les choses, tous les élèves sont différents. Donc, chacun a ses particularités, chacun a ses forces, chacun a ses défis. Un élève qui a un TSA, en fait, comme le spectre est très, très grand, on peut avoir des TSA qui vont parler, qui vont être capables de faire des apprentissages au niveau du régulier de classe ordinaire. Et on a aussi des enfants qui vont avoir une déficience intellectuelle. Donc, on se promène vraiment dans un spectre qui est très, très large. Et en fait, ici, on a des élèves qui sont tous verbaux. Enseigner au TSA, c'est en fait pouvoir comprendre, se mettre à la place de l'élève qui a un TSA, parce que c'est souvent au niveau de la perception. On va vite, on fait nos petites choses, mais parfois on oublie que l'élève TSA, il n'a peut-être pas compris un élément dans
tout ce qu'on vient de nommer. Et là, pour lui, ça va être très difficile de continuer la tâche. Alors, qu'on va voir s'il y a un élève qui va avoir besoin d'une pause ou qui va refuser de faire le travail. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'élève et réfléchir comme un enfant qui a un TSA. Et ça, évidemment, moi, je dis toujours, on enseigne, on utilise le visuel, on dessine en même temps qu'on parle. Ça aide pas seulement mes élèves TSA, ça aide tous mes élèves, en fait. Donc, pour moi, c'est pas une surcharge de travail, c'est une façon de travailler qui convient à tout le monde, là. Parce que même de façon, dans les classes régulières, chaque élève a son rythme et tout. Donc, dans ton cas, c'est juste parce qu'ils ont une différence, mais sinon, ils ont chacun leur rythme aussi. Exactement. Les différences, c'est vraiment au niveau du nombre d'élèves. Donc, le fait d'être en classe d'adaptation scolaire, bien, on vient diminuer le nombre d'élèves. On va pouvoir travailler un petit peu plus avec chacun. Quoiqu'en classe régulière, là, ils le font aussi très bien. Puis, j'ai des super collègues de travail. Donc, mais ça va nous aider, en ayant moins d'élèves, justement, de répondre un peu plus spécifiquement aux besoins de chacun des élèves. Et ben moi, ça me permet de travailler par projet parce que je suis une fille de projet dans la vie et c'est comme ça que j'enseigne. Je dis toujours qu'on enseigne ce que l'on est. Alors, moi, je suis une fille de défi. Je suis une fille qui aime sortir de ma zone de confort et c'est comme ça que je le fais vivre à mes élèves. Et pour les élèves TSA, bien, ça demande quand même de belles adaptations. Donc, souvent, il faut aller vraiment à petits morceaux, expliquer vraiment étape par étape. Donc, c'est un peu la différence, mais comme je te dis, je considère vraiment que tout le monde est différent. Donc, l'élève qui a un TSA est au même niveau que tous les autres élèves. Et là, tu parlais de projet. On en a un beau derrière nous, le petit potager Sainte-Ursule. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui. Bien, en fait, ce projet-là, ça fait 2 ans qu'il est parti. C'est vraiment pas un projet qui a été décidé entre Mélanie et moi, qui est ma TES. C'est vraiment les enfants qui ont dit on pourrait faire ça. Et là, tranquillement, on s'est mis à faire des recherches. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi l'hydroponie qui pourrait être intéressant. Et puis un projet comme celui-là, comment ça a été pour intégrer justement les élèves qui sont atteints d'autisme? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment quelque chose de très visuel et on voit la progression très rapidement. Donc, autant au niveau des semis qu'autant de la serre hydroponique, c'est qu'on a quelque chose au niveau sensoriel parce que j'ai de la lumière, j'ai vraiment un son, là, dans le fond, il y a, au niveau de la base là, de la serre, là, on a des pompes, on a une pompe submersible, on a une pompe aussi pour permettre là, la circulation. Fait que c'est sûr qu'au niveau sensoriel, ça apporte quand même des défis pour certains amis qui ont un TSA. Donc, au début, c'est sûr qu'on l'a monté étape par étape. Donc, c'est sûr que visuellement, c'est très, très intéressant. Sont tentés là, de venir toucher aux feuilles, de venir sentir qu'est-ce que ça sent. Mais en fait, je te dirais que la curiosité est chez tous les garçons, même nous, là, on a tendance à vouloir aller voir. Ces feuilles-là, oui, c'est vraiment tentant. On a vraiment le goût d'en manger. De ce temps-ci, là, hier, on a un petit peu, là, il y a une feuille qu'on a goûtée, là, mais et en fait, au niveau du goût aussi, chez les élèves TSA, dans le fond, on a souvent des particularités au niveau de la nourriture, donc des textures. Donc ça, c'est toute une nouveauté aussi, là. Donc, c'est les sortir de leur zone de confort, de dire, là, tu sais, goûte à cet aliment-là et en plus, tu le fais pousser du départ jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très concret. Et c'est quoi l'objectif d'apprentissage, justement, pour eux, avec ce projet-là? Bien, écoutez, les sciences, on n'en parle même pas. On en fait tous les jours. C'est certain que ça englobe. Moi, je suis capable d'aller chercher toutes les matières, que ce soit le français, parce qu'avec cette serre-là, en fait, le pourquoi on a fait le choix de cette serre-là, c'est qu'il vient aussi une plateforme pédagogique où on a une bibliothèque virtuelle où on peut aller faire de la lecture. Donc, lecture, écriture, mathématiques, parce que dans le fond, nos situations de mathématiques de fin d'année auront comme thème les achats de salade et de tomates. Donc, c'est certain que
je viens chercher vraiment au niveau des apprentissages. Et comme je sais que c'est quelque chose qui est connu de l'élève parce qu'il l'a travaillé, il le fait par lui-même, bien, c'est sûr que ça amène tout son sens là, au niveau de l'évaluation de l'apprentissage. Un apprentissage qui se fait de façon concrète. Exactement. Il le voit. Exactement, c'est vraiment concret. Ils mettent les 2 mains dans la terre, c'est eux qui lèvent le petit bac, qui vont venir couper les racines. Donc, ils ont vraiment, même au niveau là, des semis, même au niveau de l'eau, parfois de toucher à des textures. L'an passé, j'avais un ami TSA qui avait vraiment de la difficulté à travailler là, avec la terre, de venir replanter les semis. Dès qu'il y avait un petit bout là, de main qui était sale, disait « Est-ce que je peux aller laver mes mains? » Et on acceptait. On acceptait parce que c'était comme une forme de désensibilisation, en fait, où tranquillement, il allait s'adapter à cette nouvelle situation-là. Et cette année, il y a les 2 mains dedans. Il y a plus de... La frontière, la barrière, elle est tombée. Donc, mais c'est de faire essayer, puis d'oser, de dire, OK, on l'essaye. Mais au moins, t'aimes pas ça, mais au moins, tu l'as essayé. Mais ici, présentement, tous mes élèves ont les 2 mains dans la terre et là, les 2 mains dans l'eau. Ils n'ont pas peur de saler. Non, pas du tout. L'important, dans le fond, c'est de faire vraiment étape par étape. Des fois, c'est au niveau de l'apprentissage, c'est vraiment au niveau visuel, donc de séquencer, de mettre en visuel. Donc, c'est vraiment la particularité quand on enseigne, en tout cas à mes yeux, à moi, là, qui est la plus importante, mais cette façon-là est, dans le fond, très générale aussi avec tous les autres élèves. Dans ton groupe, les élèves, ils ont quel âge? En fait, je couvre de la 3e à la 6e année, donc entre 8 ans et 12 ans. Même 13 pour certains qui vont quitter, malheureusement, pour le secondaire, mais je dois les laisser partir. Hein? Les profs, c'est un peu comme les parents. Quand les enfants grandissent, ils quittent, ils changent d'école, ils partent. Ça doit être difficile. Bien, c'est difficile parce que la particularité qu'on a aussi, c'est que parfois, on accueille les enfants pendant 2, 3, 4 ans. Donc, c'est certain qu'après 3-4 ans, on va se le dire, on se connaît de long en large parce qu'on a été 4 ans à vivre ensemble. Il y a un lien, exactement. Des fois, on a l'impression d'un peu intervenir avec nos propres enfants. Donc, c'est certain que ce lien-là a aussi, même pour les élèves TSA, a aussi une importance. Parce que dès qu'on a un changement, on le sait que pour les personnes qui ont un TSA, tout changement est ce qui peut être préparé, ce qui peut être annoncé, ça, c'est aidant pour eux. Mais c'est sûr que tout changement, c'est une source d'anxiété. Là, ça peut devenir une très grande source d'anxiété. Annie Fournier, merci beaucoup. C'est vraiment un beau projet. Puis c'est beau de voir aussi la place qu'on fait justement aux élèves qui ont des situations particulières. Exactement. Mais je te remercie beaucoup. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui termine cette édition d'Info.tvc Express du 25 avril. Avant de conclure, je tiens à remercier et féliciter toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin dans l'intégration de jeunes atteints d'autisme, comme on vous l'a présenté dans cette émission. Alors, bravo! Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Abscale. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire d'Info.tvc. Bonne semaine!